à tous et à toutes, je suis Agathe Roudot et je suis en charge du business development pour l'activité du Fonds Afrique de BPI France, nommé Averroès. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous pour animer cette table ronde sur la Health Tech en Afrique. Peut-être pour vous donner quelques chiffres. D'abord, l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent qui est composé de 54 pays. Aujourd'hui, c'est un continent qui compte 1,4 milliard d'habitants. D'ici 2050, on sera à 2,5 milliards, donc avec une population extrêmement grandissante. Au-delà de ça, l'espérance de vie en Afrique dans les années 2000 était autour de 46 ans. Aujourd'hui, en 2020 et aujourd'hui, on est presque à 60 ans. Espérance de vie en bonne santé. Donc on voit bien que finalement la santé, c'est un sujet de plus en plus important pour le continent, avec des enjeux qui vont être dominants dans les années à venir. Et donc aujourd'hui, on est là tous ensemble pour parler de la Health Tech. Et je suis entourée de trois spécialistes. D'abord Bruno Basset de l'entreprise DocEver. Ensuite Dali Lakoua du fonds d'investissement Afrique Invest. Et ensuite Patchi Hospital de la société Invivox. Et je vais tout de suite les laisser se présenter brièvement. Et ensuite, on sera amené à parler tous ensemble de trois thèmes principaux. D'abord, la réplicabilité des modèles. Comment aujourd'hui une entreprise française, par exemple, peut pénétrer un marché, un pays, et ensuite se développer dans les 53 autres restants, notamment grâce au second thème qui sera la technologie justement dans ce développement-là. Et enfin, on parlera concrètement des opportunités qui peuvent nous attendre et vous attendre en Afrique sur le continent grâce à nos trois spécialistes. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Bruno Basset, président du groupe DocEver, une structure qui a 25 ans d'ancienneté, qui est dans 4 domaines d'activité stratégique. L'assistance médicale primaire, c'est du SAMU, la formation dans l'univers de la santé et principalement dans l'univers du préhospitalier, et puis le digital en santé avec des solutions numériques pour des dossiers médicaux informatisés avec des outils de veille syndromique qui servent sur les plus grands rassemblements, notamment les Jeux Olympiques, on en reparlera tout à l'heure. Et puis le dernier domaine d'activité qui est le domaine historique, qui est le transport sanitaire, terrestre ou aérien. Et on transporte des patients partout dans le monde. Donc j'imagine qu'on va bien évidemment en parler. Bonjour à tous, c'est Dali Lakoua, je fais partie d'Afrique Invest, une plateforme d'investissement qui existe depuis plus de 30 ans en Afrique. Depuis 1994, on a développé différentes stratégies d'investissement allant du classique PE, investissant dans des boîtes familiales, à des sociétés d'asset management. Et on a également, et je fais partie personnellement de 3 initiatives. Une première qui est un fonds VC qui investit dans des startups série A, série B. Je fais également partie d'un fonds santé, THF, qui investit à travers des instruments de dette. Et enfin, je suis en train de travailler sur une nouvelle initiative qui n'est pas encore live, qui est un fonds equity en santé également. Bonjour à tous, je suis Patchi Hospital, le fondateur d'une société qui s'appelle Invivox. Invivox, c'est une plateforme de formation médicale continue pour les professionnels de santé. Alors nous, on est une plateforme, on opère en France. On forme des professionnels de santé en France, mais partout dans le monde aussi. En 5 ans, nous avons formé plus de 350 000 médecins, un tiers en France, un tiers dans le monde francophone et un tiers dans le reste du monde. On forme des médecins. Alors notre solution, la particularité, c'est de s'être adapté aux contraintes des professionnels de santé, qui sont à peu près les mêmes un peu partout dans le monde. C'est l'accès à la formation, au contenu et le temps disponible. Donc sur Invivox, on propose des contenus de formation qui sont des contenus courts, très pratiques, très interactifs. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à... Et une de nos forces, c'est d'être capable de le diffuser, ce contenu, d'être capable de l'amener un peu partout dans le monde, notamment où les professionnels de santé sont, derrière un ordinateur, derrière un écran, puisqu'on a digitalisé la formation des professionnels de santé. Et pour le continent africain, en 2 ans, nous avons formé plus de 70 000 professionnels de santé qui, en moyenne, se forment entre 3 et 6 fois par an sur notre plateforme. Merci beaucoup à tous les trois.
peut-être que sans plus tarder, on peut commencer, Dali, par un sujet que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous parler des défis et des solutions que tu peux apercevoir justement via les différents investissements que tu fais dans différents fonds de santé, les différents défis finalement que les entrepreneurs peuvent rencontrer justement pour s'implanter d'un pays à l'autre et justement pour parler de la réplicabilité qu'on abordait en introduction? Effectivement, la réplicabilité est le principal challenge des startups, et non seulement des startups, mais également des boîtes matures, des corporates classiques. En fait, un gros problème, c'est qu'on imagine l'Afrique comme étant un très gros marché, mais en réalité, c'est 54 pays. C'est 54 pays avec 54 régulateurs, 54 règles d'importation différentes, 54 règles d'exportation, une vingtaine de devises, parfois l'impossibilité de convertir certaines devises. Donc, c'est ce challenge qui vient bloquer la scalabilité de certaines startups qui viennent avec une solution technologique, certes, qui est censée adresser ce type de problème, mais en réalité, c'est un mix d'implantation historique. On a besoin d'avoir les bons contacts au niveau de la douane. On a besoin, même si on a une technologie qui marche extrêmement bien, si on n'a pas les bons contacts et on n'arrive pas à convaincre les bonnes personnes que cette technologie va les aider dans leur business, en fait, ça va venir bloquer leur croissance au fur et à mesure. Donc, nous, on croit dans le fait qu'il faut que les startups se développent aux côtés d'entreprises un peu plus matures, qui ont un peu plus de profondeur sur les marchés, et que les startups apportent cette technologie aux entreprises matures, qu'elles créent des espèces de joint ventures ensemble pour pouvoir apporter les forces de chacun et pouvoir justement adresser ce problème de réplicabilité en apportant à la technologie de la start-up et le réseau des boîtes matures. Merci Dali. Peut-être que Bruno, tu veux rebondir sur ce sujet et nous parler justement de la manière dont vous procédez chez Docever justement en termes de réplicabilité et justement pour adresser ces différents marchés. Alors la réplicabilité, c'est un vrai sujet. En 25 ans d'histoire, on a su dupliquer notre savoir au Canada et en Polynésie, et l'Afrique depuis quelques mois, années. C'est des clients qui nous ont amenés dans ces territoires, et au départ on y allait juste de passage, en mode éclair. Puis on s'est rendu compte qu'à travers les outils qu'on amenait, les soins qu'on prodiguait, les besoins étaient énormes. Et le dernier exemple en date, c'est la Fondation Mohamed VI au Maroc, où très clairement, ils ont exprimé des besoins précis avec des échéances en rapport avec ce qu'on sait faire. Nous, on est spécialistes de l'assistance médicale préhospitalière. Donc nous, tout ce qui est sauver les gens en dehors de l'hôpital, secourir, c'est notre credo. La Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde au Maroc, c'est les sujets. Donc oui, il y a des sujets d'enjeux de financement et d'adaptation, parce que c'est pas parce qu'on a un concept qui marche bien en Europe, en France, au Canada, dans les pays comme ça, que ça va bien marcher en Afrique. Donc il y a un vrai sujet d'adaptation par rapport à la culture, l'acceptation, l'adéquation par rapport aux cadres réglementaires, voire même des cadres réglementaires qui n'existent pas. Donc en fait, on est en mode caméléon et assez agile, et on voit bien qu'avec les standards qu'on a montés, la réplicabilité, c'est pas gagné, mais on va y arriver. Merci Bruno. Et peut-être Patxi, toi, pour un petit peu contrebalancer les propos qu'on a pu amener jusqu'à présent, toi justement avec Invivox, toi aujourd'hui, tu as justement une forte composante technologique dans votre activité. Et comment justement cette composante technologique, toi, te permet de dépasser finalement ces défis de scalability qu'on abordait précédemment? Alors effectivement, nous on répond à un besoin qui est finalement à peu près le même un peu partout dans le monde, qui est s'adapter à l'évolution, s'adapter aux besoins des patients. Et qu'on soit un professionnel de santé sur le continent africain ou en France par exemple, on a besoin de mettre à jour ses connaissances. Et finalement, physiologiquement, une personne sur le continent africain va être quasiment la même qu'une personne sur le continent français. Donc moi, ma solution, elle adresse la même problématique, former un médecin, et finalement la technologie me permet d'amener un contenu
qui a la même valeur en France comme au Maroc ou au Sénégal. Et en fait, notre puissance a été d'être capable d'utiliser ces canaux qui sont aussi bien utilisés en France qu'au Maroc, en Tunisie ou au Sénégal, les réseaux sociaux, pour aller envoyer ce contenu. Et donc, indépendamment des contraintes réglementaires, des contraintes douanières, etc., on a été capable de diffuser partout dans ces pays notre contenu, et c'est ainsi qu'on s'est déployé complètement sur le continent. Et je voudrais rajouter juste un point pour nourrir la discussion. Tu m'y as fait penser, Dali, en discutant. En fait, on a réussi à pénétrer ces marchés parce qu'on a eu une crédibilité. Les premiers qui nous ont envoyés sur ces marchés-là sont des gros industriels, Philips, Sanofi, General Electric, etc. Et finalement, on a eu une crédibilité parce que quand on est apparu sur ces réseaux sociaux en disant Medtronic vous propose ou General Electric, les gens ont cliqué, les gens ont regardé et ont eu accès à ce contenu et ont exploré notre plateforme et on a gagné cette crédibilité. Et je pense qu'effectivement, ça a été un facteur d'accélération. Ensuite, une fois qu'on était installé, ça s'est diffusé comme une traînée de poudre. Merci Pachi. Peut-être, Dali, est-ce que toi, tu aurais d'autres éléments à nous donner? Est-ce que tu pourrais nous parler, toi, justement, des technologies qui vous semblent les plus prometteuses et les plus porteuses dans les années à venir, d'après l'activité que tu as actuellement, voilà, dans le secteur de la health tech? Alors, il y a une technologie dont tout le monde parle actuellement, l'IA. Et pourquoi l'IA est intéressante en Afrique? L'IA, pour que ça ait du sens, a besoin d'être entraîné sur énormément de data. En Afrique, on a une très très large population, une population qui est également très connectée à travers des smartphones, beaucoup plus que ce qu'on pense, et une population qui est friande de partager la data la concernant, si ça permet d'aider des projets de recherche en Afrique. Et en fait, on a beaucoup de startups africaines qui développent des technologies en IA, notamment une au Maroc à laquelle je pense, qui va permettre, à travers la data, d'entraîner des modèles qui vont ensuite être utilisés pour pouvoir faire éventuellement des radiographies, des échographies sans avoir besoin de passer par des médecins. Les médecins, c'est une espèce assez rare en Afrique, on a assez peu. Si on arrive à utiliser la capacité des infirmières pour pouvoir utiliser les devices et pour pouvoir faire des échographies ou des radiographies assistées par l'IA, eh ben, ça permet de résoudre un gros problème de déserts médicaux qui sont bien plus importants en Afrique qu'en Europe. Donc si je devais miser, ce serait sur l'IA et sur l'IA qui utilise de la donnée africaine. Merci Dali. Peut-être que Bruno, je sais que vous, de votre côté, il y a aussi une composante technologique dont tu pourrais nous parler. C'est pas l'IA, justement. Est-ce que tu peux nous parler d'un autre exemple de technologie que vous avez justement intégré dans votre activité, et notamment peut-être que tu peux illustrer ça avec votre participation au JO dont tu parlais tout à l'heure en introduction. Alors, c'est pas l'IA, mais ça va forcément à un moment ou un autre alimenter un jour l'IA. Et en fait, pour prendre en soin des populations entières, dans le cadre de grands rassemblements, dans le cadre de mass gathering, l'OMS fait des recommandations et il faut faire des veilles syndromiques, des veilles épidémiologiques. Et pour ça, il faut collecter de la data par rapport à des soignants, à des premiers répondants qui sont sur le terrain. Et nous, en fait, on s'est focusé sur des outils. Et là, je rejoins complètement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire en zone Afrique, la digitalisation est beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. Ils n'ont pas connu la génération du téléphone avec le cuivre. Voilà. Et très clairement, nous, aujourd'hui, on s'est attaché à développer des outils pour les soignants, des outils de dossiers médicaux informatisés qui nous permettent de collecter, donc très friendly use, avec du e-learning, mais qui, en 7 clics, permettent de constituer un dossier médical informatisé, que l'apprenant soit un secouriste, un infirmier, un médecin, que le soignant soit peu importe sa compétence. Et une fois qu'il rentre des données d'un patient sur, et c'était le cas pour les Jeux Olympiques, parce qu'on s'est occupé pour 2024, pour les 202 nationalités, on s'est occupé des dossiers médicaux informatisés sur l'entièreté des sites, pour l'entièreté des soignants, que ce soit des soignants de l'organisation ou des soignants des équipes internationales. Et en fait, ça nous a permis, grâce à des outils qui vont un jour seront l'IA, mais il faut quand même protéger les données de santé parce qu'on ne peut pas divulguer
les données de santé individuelles et propres, mais ça nous a permis de détecter, grâce à des outils de veille syndromique, des risques liés à des troubles comme les TIAC, les problèmes gastro-intestinaux ou des problèmes de coups de chaleur. Et ça, en fait, on l'a dupliqué et on s'est rendu compte, grâce à des clients à nous, comme entre autres des organisateurs de marathons, que quand on faisait des marathons dans le sable, dans le désert, il fallait surveiller ces patients-là et, en fonction des conditions environnementales, suivre les signaux, les indicateurs d'alerte pour prendre des actions préventives, curatives, pour éviter qu'on arrive à ces sinistres. Donc aujourd'hui, on est plus... Au départ, on était des soignants, dans le curatif en permanence. Aujourd'hui, on est dans l'éducation, la formation, dans la prévention, à travers des outils de veille, grâce à l'entièreté de la communauté des soignants, sur l'entièreté des grands rassemblements ou des sites industriels, des grands chantiers de construction. Donc oui, on a besoin de la tech et de l'innovation pour arriver à repenser la pratique de la médecine, parce qu'on n'a pas un médecin à tous les carrefours en plein milieu du désert. C'est impossible. Par contre, on a des gens qui peuvent être des cuisiniers et qui sont capables de nous donner plein d'informations sur l'état de santé de leurs équipes ou d'autres personnes. Donc voilà aujourd'hui notre approche tech sur la santé dans ces pays-là. Merci Bruno. Peut-être on va terminer par notre dernier point, les opportunités d'investissement. Est-ce que Dali, toi qui es confronté le plus fréquemment, tu peux nous dire quelles opportunités d'investissement concrètes tu vois aujourd'hui sur le continent? Et si tu devais donner un conseil à notre auditoire aujourd'hui, vers quelle entreprise tu te tournerais et quelles sont celles qui présentent le plus d'opportunités aujourd'hui selon toi? Alors, il y a, mais je vais donner un autre exemple. Le deuxième exemple, ce serait les insurtech. En fait, aujourd'hui, un des problèmes qu'on a en Afrique, c'est que le out of pocket, qu'on est capable de dépenser de notre propre poche pour nos propres besoins de santé, est extrêmement limité. Et une des limites actuelles, c'est que les principales assurances en Afrique se focalisent sur les personnes qui ont le plus de moyens, et forcément ceux qui sont en bas de la pyramide bénéficient de très peu de financement pour leurs soins. Donc j'ai une très forte conviction dans les insurtech, dans leur capacité à apporter cette brique technologique aux assureurs traditionnels pour que finalement, le bas de la pyramide devienne intéressant également pour ces acteurs traditionnels, que la technologie vienne servir les masses et puisse donner accès à ces personnes à des soins de santé convenables. Donc le secteur à suivre, c'est les insurtech. On en a une dans notre portefeuille et elle se porte très bien. Merci Dali. Peut-être Bruno, je ne sais pas si tu veux compléter justement je sais que tu es plutôt aligné justement avec ce constat-là. Comment selon toi les insurtech, une fois que cette machine-là finalement est lancée, quelles sont les répercussions selon toi que ça va avoir à la fois du côté des acheteurs mais aussi des fournisseurs? Voilà, dans quelle boucle vertueuse on rentre? Alors il est certain que sans l'amorçage des insurtech, sans tout ce que j'ai exprimé tout à l'heure, les inputs de la formation, c'est bien évidemment, ça tombe à l'eau si on n'a pas ce système qui va permettre d'alimenter un modèle économique, un modèle vertueux qui ne soit pas un puits sans fond, mais bien quelque chose qui va permettre d'autonomiser chacun de ces pays, chacun de ces acteurs soignants. Et en effet, l'InsurTech va permettre, une fois que nous, on apporte notre expertise et qu'on l'enseigne, qu'on la duplique et qu'elle se reproduit sur les territoires, si on n'a pas le concept des InsurTech, si on n'a pas la méthodologie de ces assurances et du financement, les actes, les soignants, c'est un modèle qui ne peut pas se pérenniser. Donc je suis complètement aligné avec ce qui vient d'être dit. Et c'est compliqué pour nous de concevoir ce modèle parce que notre modèle occidental, notre modèle en Europe, c'est un modèle
d'assurance type sécurité sociale qui, dans ces pays, tu le disais, le pouvoir d'achat ne permet pas de se soigner à hauteur de ce qu'il faudrait. Donc il faut forcément innover. Et je pense que sans l'InsurTech, nous, on ne sert à rien. Patxi, est-ce que tu veux compléter les propos de Bruno par rapport à ça? Moi, c'est difficile, je le vois de loin. Tu vois, je suis en France et depuis Bordeaux, on est basé à Bordeaux. On arrive à inonder de formations, sans être péjoratif. Ce que je me dis par rapport à ça, pardon, je prends 2 secondes dans la tête. L'opportunité que je vois, puisque c'est le sujet de la tech, c'est finalement de rendre sûrement les pays plus facilement accessibles. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé dans des labos de pharmacie, des labos de dispositifs médicaux. Quand on allait sur un marché, on se déplaçait, on y allait avec l'armada, il fallait tester, on faisait des enquêtes. Une fois que le dispositif médical était sur le marché, on formait les médecins, ça coûtait extrêmement cher. Idem pour le pays, de recevoir, d'intégrer une nouvelle technologie coûtait cher. Aujourd'hui, le digital, en l'occurrence, puisque c'est mon domaine, donc je parle avec mon prisme, mais je me rends compte facilite énormément. On peut tester le marché à distance. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des besoins sur le marché sans avoir à se déplacer. Une fois qu'on apporte une technologie sur le marché, on n'a pas besoin d'amener toute une armada de personnes pour former. Bien sûr qu'il va falloir être sur le terrain, bien sûr qu'il faut des relais, et je pense que c'est concilier l'expertise terrain avec la technologie. Mais malgré tout, ça coûte beaucoup moins cher parce que, comme vous le disiez, ou comme tu disais Bruno, une fois que la technologie est installée, on peut faire plein de choses à distance. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le cuisinier est capable d'interpréter une échographie, mais en l'occurrence, nous on travaille avec une boîte tech française qui s'appelle Ecopen, qui fait des échos portables qu'on plug sur son téléphone portable. Bon, ben voilà, ils ont étudié un marché avec nous en amenant de l'information, c'est-à-dire de la formation, et en percevant la sensibilité d'un marché. Ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de demandes. À travers les contenus de formation, on remonte énormément de données. Et moi, je suis d'accord avec vous deux d'ailleurs. Avant même l'IA, et l'IA, on l'utilise, nous, pour recycler du contenu, mais d'abord, c'est analyser la donnée. C'est surtout de la BI, comme disait Bruno. On analyse la donnée. En analysant cette donnée, on sait quel est l'intérêt, où est l'intérêt. Et là, à partir de ce moment-là, on peut déclencher un déploiement. Et ça aura coûté beaucoup moins cher. Et une fois sur place, on le voit sur certains pays où on a déjà commencé, la formation des professionnels de santé se fait à distance, coûte beaucoup moins cher. Un cuisinier, je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'interpréter, mais une infirmière, ça c'est sûr, ou une aide-soignante peut être formée et est capable d'interpréter certaines choses. Donc oui, je crois que la technologie va être un grand facilitateur du lancement d'innovation sur des pays aujourd'hui qui en ont besoin. Je vais quand même rebondir parce que je vois que je vous ai choqué avec l'histoire d'infirmier, de cuisinier. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de cuisinier pour du soin. Parce qu'en fait, nous, on fait de l'assistance médicale dans les milieux remote, mais très isolés, très isolés. Grand Nord canadien, les zones où pour y accéder, il faut 2 heures d'hélicoptère, 3 heures de motoneige, peut-être 6 heures d'avion avant tout ça, et après encore une approche pédestre. Et en fait, ces gens-là, dans les camps, quel que soit le camp, quel que soit l'endroit du monde, un endroit extrêmement chaud ou extrêmement froid, ces cuisiniers, la santé, c'est la cuisine, c'est ce qu'on mange. Et en fait, ces cuisiniers, on les retrouve partout. Partout. C'est un invariant. Et quand on discute avec des grands groupes qui font de la restauration dans les milieux isolés, la santé, les cuisiniers sont les premiers acteurs du secours dans les milieux isolés. Ça peut vous paraître choquant, mais en fait, c'est un très bon relais parce que tout à l'heure, tu parlais d'échographie. Mais en fait, quand on forme, grâce au e-learning, un professionnel, quel qu'il soit, paramédical, médical ou autre, à porter une sonde d'échographie au bon endroit sur un mannequin avec une angulation et que cette donnée de saisie de santé, elle est transmise par voie satellitaire, par voie digitale, à un professionnel de santé, ils vont pouvoir interagir l'un l'autre. Et aujourd'hui, quand on fait, nous, de l'assistance croisière au large avec des marins qu'on a formés à se suturer et qui sont seuls sur leur bateau, à s'auto-secourir, en fait, on se rend compte que les pays qui sont en pénurie de ressources humaines médicales, il y a plein d'innovations à leur proposer pour quand même soigner ces gens-là.
et sans dire il faut impérativement des docteurs. Malheureusement, pour former un docteur, il faut 10 ans. Donc, compliqué, quoi. Hein. Donc, moi, je suis complètement aligné, mais je voulais t'expliquer la chose. Et je suis convaincu. Est-ce que peut-être, je vois qu'on a une question, on a 1 minute. Bonjour, merci pour la parole. Je suis pédiatre et animatrice, je travaille dans l'humanitaire, surtout en Afrique sous-saharienne. Et Bruno, je suis complètement d'accord. Je connais pas mal des endroits comme celui que vous avez décrit. OK. Ma question, toutes ces technologies, les outils, IA, tech, et tout, ça a le potentiel ils ont le potentiel de combler les besoins dans les contextes pas bien connectés à Internet, à l'électricité, pas d'accès. Mais ce sont des choses difficiles à financer. Ça veut dire c'est pas forcément rentable. Il y a le financement pour des outils qui sont plus utiles ailleurs. Comment vous voyez améliorer le financement pour ce genre des outils? Alors, ce sujet, il revient sur le financement des outils, il revient rapidement sur la table, mais je pense que tu seras plus à même que moi. Je crois qu'à partir du moment où, on parlait de 54 pays, à partir du moment où un gouvernement, une politique est lancée, et moi je le vis pour le Maroc en ce moment, une politique royale au Maroc, elle est très claire sur ce sujet-là. Ils ont décidé d'investir sur cette thématique-là. Et des gens de votre compétence, dans l'endroit où vous vous trouvez en Afrique, c'est des gens qui doivent être des gens ressources pour recevoir ces sollicitations externes de gens qui ont besoin. Maintenant, j'imagine qu'il y a plein d'autres solutions en dehors d'un souhait d'une politique gouvernementale, et ça, je pense que c'est peut-être toi qui pourras plus nous éclairer. Alors, pour tout ce qui est financement, nous sommes assez experts, c'est vraiment notre sujet de prédilection. En fait, avec le temps, on s'est aperçu que voilà, plus on avançait, plus il y avait des niches spécifiques qui avaient besoin d'un financement spécifique. On a commencé par investir dans des boîtes familiales en Tunisie. Donc vraiment des sociétés matures. Et en fait, avec le temps, on a développé des différentes stratégies d'investissement. Aujourd'hui, je travaille pour une équipe VC qui investit dans des startups qui sont assez early stage, qui génèrent des revenus, mais qui ont une certaine maturité. En fait, en fonction de la maturité de l'entreprise, il y a des instruments spécifiques qui existent. Si on est pré-revenu, on va chercher quelques investissements de la famille ou d'experts qui sont des business angels qui veulent investir dans ce type de secteur. Et plus la maturité de la boîte, de l'entreprise augmente, plus l'instrument financier devient avancé et vient d'investisseurs institutionnels. Et donc des investisseurs qui vont avoir besoin de plus de data et qui vont investir de plus gros tickets. Donc, en fait, ma réponse, elle est assez générale, c'est que en fonction du stade de maturité du projet, il y a un type d'instrument et un type d'investisseur à chercher pour que le message qu'on veut porter auprès de cet investisseur ait du sens. Merci beaucoup, et je crois qu'on vient de terminer le temps qui était imparti. Merci beaucoup. Merci.